Bonjour et bienvenue dans votre émission Divan Indigo qui vous emmène dans l'intimité de notre invitée. Sa plume est bouleversante. Aux côtés de son mari, prix Goncourt en 1959, elle n'a cessé de rendre hommage à la femme noire, qu'elle soit antillaise, africaine ou afro-américaine. Ses ouvrages sont une réappropriation d'une histoire encore mal connue du grand public. Elle est une résistante et elle va partager avec nous ses rêves. Bonjour Simone Schwarzbart. Bonjour, 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 jeune et belle dame. Merci d'avoir accepté de prendre place sur le Divan Indigo, émission qui s'est installée à la Souvenance, Maison des Illustres, ici à Goyave. Nous allons découvrir pourquoi dans quelques minutes. La femme est au cœur de votre œuvre. Vous avez choisi de nous faire voyager à travers les époques, depuis l'Afrique précoloniale jusqu'au XXe siècle, avec des héroïnes comme la mulâtresse Solitude que votre mari sera le premier à mettre en lumière dans le récit national. Mais avant de faire un bond dans le passé, on va rester encore en 2024. S'il fallait écrire aujourd'hui sur la femme créole, quel serait son profil? Quel trait de caractère vous semble pertinent pour un personnage féminin vivant au XXIe siècle? Le trait pertinent pour une héroïne du XXe siècle, ça serait déjà la hardiesse. Ça serait vraiment la décrire en Amazone parce qu'elle l'est, parce qu'elle s'implique complètement dans cette Guadeloupe nouvelle. Elle apporte son savoir-faire, elle apporte son charme, elle apporte également sa volonté d'être belle et qu'on la voit belle, qu'elle reste belle. Oui, ça serait des traits de hardiesse parce que elle défriche. Nous avons aussi, nous autres, avec ma génération, on a apporté quelque chose, mais sur ces sédiments que nous avons construits, eh bien, la jeune génération évolue avec une grâce fantastique, avec aussi une envie de marquer ce siècle de leur empreinte, mais une empreinte tout à fait nouvelle, une empreinte qu'elles inventent, elles, au fur et à mesure, qu'elles construisent, qu'elles présentent, sans compter tout ce que je vois, tout ce qui m'arrive, parce que, bon, j'écoute. Et quand on sait écouter, les gens vous parlent. Donc, les jeunes femmes s'assoient ici ou à la maison ou ailleurs, quand on se rencontre, ou dans un café, naturellement, et on commence à parler, mais à cœur ouvert. Parce que si c'est pour parler et pour ne pas parler vrai, s'il y a un détournement de la parole quelque part, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est très rare. Et les gens, je peux voir, comme le proverbe créole le dit, la chair de la poule. Parce qu'on dit bien que c'est les vents qu'avanté ou qu'avoué chair à poule là. Quand je traduis, quand le vent souffle, on peut voir la chair de la poule. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la poule est en chair de poule. Justement, voilà. Pour continuer ce portrait de la femme créole, on va se faire aider un peu par l'artiste martiniquaise Morane Voyer et sa chanson Zaboka. Peut-être que vous l'avez déjà entendue parce que c'est une chanson très populaire en créole et en français. Le titre raconte la rencontre entre un homme et une femme séduisante qui assume sa féminité, qui met les pieds dans le plat face à un homme qu'elle décrit comme étant qu'on graine Zaboka et moins qu'on de l'eau la rivière.
Qu'est-ce que ça vous inspire déjà? C'est hardi, encore une fois, comme comparaison. Je ne sais pas très bien, quand vous me dites comme Grenzaboka, c'est-à-dire que j'imagine que c'est l'homme qui est décrit comme étant Grenzaboka et la femme. Grenzaboka et la femme, elle est comme l'eau de la rivière. Elle est comme l'eau de la rivière. On va continuer, comme ça, ça va peut-être vous inspirer ce qui suit après. Oui. C'est une femme ardente qui ne veut pas molly, donc qui ne veut pas aller doucement. Elle veut muscler son dos, lui le taureau. Une passion dévorante. Si ça continue, je vais le marier. Est-ce que la femme créole est toujours aussi amoureuse? Ah, mais elle est ardente, la femme créole. Bien sûr qu'elle est, elle aime avec fureur, elle aime avec tendresse, elle aime avec invention. Elle invente l'amour chaque fois, la femme créole. Et quand on invente, c'est chaque fois, il faut s'attendre chaque fois à des choses inédites. Des conduites inédites, des façons de faire complètement en amour, j'entends, complètement nouvelles. Et ça aussi, ça fait que la femme créole est tellement attirante, justement parce que elle n'est pas dans des conventions. Elle casse les conventions et elle impose, son nouvel alphabet qu'elle entend développer. Et ça, évidemment, l'homme, il est séduit, tout simplement. Dans la chanson Zaboka, elle impose le bouillon. Alors, c'est un genre musical que vous avez appris à découvrir. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode d'expression, justement? Eh bien, je pense tout simplement que c'est un mode d'expression totalement libre, c'est aussi un mode d'expression qui certainement est comment dire, qui s'exprime, mais parce que il a envie de choquer. Ce sont des paroles certainement qui sont choquantes, comme on dit, je vais encore employer l'expression créole, qui sont choquantes par exprès. C'est-à-dire que les gens emploient ce langage qu'on peut dire scandaleux, vulgaire, enfin comme on voudra. Moi, je pense que vraiment, c'est le bouillon, c'est le bouillon, ça dit bien ce que c'est. Eh bien, on bouillonne et puis voilà, c'est pas plus méchant. Est-ce que la femme créole d'aujourd'hui, finalement, est une femme libre? Ah, mais totalement. Totalement libre et libre également de, comment dirais-je, d'être elle, la partenaire qui va vers l'homme qu'elle désire et qui carrément l'interpelle. Il y a de tout. Il y a également la femme qui reste femme comme conventionnellement. C'est tellement varié. C'est un petit pays, mais quel bouillonnement, quelle façon. Il y a tant de façons nouvelles d'exister en tant que femme et comment dirais-je, de produire sa féminité. C'est quelque chose de. Les femmes s'amusent beaucoup. Et moi aussi, je m'amuse à les regarder faire et à les regarder s'inventer au fur et à mesure. Quand vous étiez enfant, les choses étaient un peu différentes quand même. Vous avez grandi dans le quartier de Schellcher à Trois-Rivières, fille unique. Vous viviez seule avec votre mère institutrice. Votre père militaire était engagé en Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Et vous assistez à un autre conflit. Vous avez écrit dans Nous n'avons pas vu passer les jours. C'est la guerre pour les femmes chez nous. C'est la guerre pour les femmes parce que la guerre a aussi impacté
cette vie toute simple que l'on menait dans nos campagnes, toute simple, avec aussi ses complexités. Évidemment, rien n'est simple dans la vie et tout est simple en même temps. Simplement, je dis que c'est la guerre chez les femmes parce que j'ai assisté enfant à des scènes d'une violence extrême chez les voisines, chez ces femmes qui subissaient le joug de leur homme. Mais on parle beaucoup de femmes potomitans, on parle également que les jeunes femmes ne veulent pas du tout faire partie de ces femmes potomitans, elles ne veulent plus. Mais femmes potomitans, c'était aussi quelque chose que la jeune génération ne peut pas toujours comprendre. Parce que vraiment, nous avons hérité d'un homme complètement blessé par la servitude, incapable de défendre sa femme, incapable de défendre sa famille, des enfants, 16 enfants que le maître peut vendre quand il veut, sa femme que le maître peut s'approprier quand il le souhaite. Est-ce que ça ne diminue pas un individu? Comment voulez-vous que cet homme apparaisse? Donc, la violence qu'il a subie, il la renvoie à sa partenaire, évidemment. Et c'était ça, la première mouture d'après tous les après, si vous voulez. Donc, mais il n'en est pas de même. Voilà un peu une des guerres que les femmes ont dû mener, c'est-à-dire réhabiliter à ses propres yeux son homme. C'était déjà une grande bataille que les femmes ont menée. Et je pense qu'elles ont, ma foi, bien réussi. Et c'est justement à ce moment-là que votre féminisme prend racine. Vous avez dit, quelques années plus tard, une noire vaut bien deux blanches. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? J'ai voulu tout simplement, comment dire, on dit que c'était, je crois que dans la gamme musicale, c'est ça, une noire vaut deux blanches. Donc, je la reprends et puis ça me convient très bien. La femme noire qui était donc confrontée à l'oppression de la société, il y avait aussi cette dimension que vous souhaitiez exprimer, confrontée à l'oppression de la société et l'oppression de l'homme. Et elle devait trouver les moyens et les voies pour s'en sortir, pour gagner sa liberté. C'est sûr, mais elle l'a gagné. Et également, il faut dire aussi que même au niveau du travail, les femmes n'ont pas attendu d'être, comment dirais-je, nourries et biberonnées par l'homme. Les femmes que j'ai connues, elles ont toujours travaillé dans la vanille, à récolter la vanille, à féconder la vanille, etc., et à granger la vanille, le café. Elles étaient engagées, elles étaient marchandes, elles étaient coupeuses de canne, elles étaient dans les bananes. C'était des femmes vaillantes, c'était pas des femmes tébées, c'était des femmes qui prenaient en main leur destin et qui vous disaient carrément, moi, j'ai mes enfants que j'entends nourrir d'une certaine façon, aucun homme ne viendra me dire ne donne pas à ton enfant telle ou telle nourriture. Alors là, monsieur, montrez-moi vos talons. Donc c'était vraiment
des vraies guerrières. En tout cas, celles qu'ils m'ont inspirées. Vous avez croisé la route. Oui, vous, tout pendant à ce fait. temps-là, vous aviez une vie plutôt protégée, plutôt douillette, en particulier ici, à Goyave. Nous sommes à quelques mètres de la maison de vos grands-parents paternels. Alors, il y a Amédée Brumand, votre grand-père bordelais de naissance, négociant en vin, ruiné par les siens quand il a décidé de vivre son grand amour avec votre grand-mère, Marine Marlin, une femme originaire de Saint-Martin. Elle ne savait pas lire, mais elle avait une personnalité lumineuse, comme vous la décrivez. Et ici, pour la petite fille, c'était le royaume de ce monde. Ah, complètement. Complètement. Je crois que c'est à partir de là que j'ai été confiante par rapport à l'humain. Parce que ces deux personnes-là n'avaient rien à faire ensemble. Ma grand-mère, qui était, ma foi, une personne très... Elle n'était pas une confiante, vraiment, dans la vie, parce que je pense que la vie l'avait plus ou moins malmenée. C'était une personne qui était pauvre, puisqu'elle est venue depuis Saint-Martin pour se louer ici en Guadeloupe. Donc, je pense que elle avait dû affronter. C'était pas une causeuse. Elle gardait les choses pour elle. Quand elle s'adressait et qu'elle parlait, elle parlait à son arbre. Elle avait un arbre en particulier à qui elle aimait parler, qu'elle entourait de ses bras, et quelquefois elle s'agenouillait au pied de cet arbre-là et elle parlait, mais elle parlait tellement doucement qu'on ne pouvait pas saisir le sens de ses paroles. Mais c'était tellement mystérieux pour nous de la voir ainsi s'adresser à une entité, en fait, invisible, et que nous supposions présente pour elle, et qui n'était pas sous nos yeux. C'était une femme mystérieuse, et c'était une femme qui aimait son homme également, parce que cet homme-là l'avait placée à sa hauteur, parce qu'elle avait une hauteur, mais il fallait voir cette hauteur. Il fallait la deviner, la hauteur qu'elle avait, ma grand-mère. Et cet homme-là, qui était ce petit blanc, qui était mon grand-père, eh bien, il avait su voir tout ça. Il avait compris qu'il avait une compagne qui était exceptionnelle. Et il voyait ce que personne ne voyait, évidemment, en cette femme-là, et que nous-mêmes, enfants, moi en tout cas, petite fille, je devinais. Ça suintait, ça s'évape de sa personne, absolument. L'amour de vos grands-parents. L'amour de mes grands-parents m'ont permis, peut-être que si je n'avais pas vu cet amour-là d'un homme blanc avec une femme noire, l'amour réciproque, extraordinaire, eh bien, peut-être que je n'aurais pas eu confiance quand mon mari m'a abordée. Justement, donc, vous quittez le cocon de Goyave. À 20 ans, à 18 ans, vous arrivez à Paris, d'abord le bac, ensuite les études de droit à l'université d'Assas. Mais à ce moment-là, vous êtes perdu, vous vous sentez à côté de votre vie. Un jour, vous êtes dans la rue et vous croisez un homme, un écrivain qui vient d'achever Le Dernier des Justes. Et là, vous tombez follement amoureuse. Absolument. Vous savez, je ne sais pas s'il s'agissait d'un coup de foudre. Je ne le pense pas. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, si on ne s'était plus jamais revus, je savais que l'amour existe. Je savais que cet homme-là, je l'aimerais toute ma vie, et que je n'avais même pas besoin qu'on vive ensemble. Je savais que là,
il y avait quelque chose quelque chose qui m'avait envahi et qui me porterait toute ma vie. Parce que c'était dans cette rencontre, je me suis sentie plus grande que moi-même. Je me suis sentie plus belle que je l'étais. Je me suis sentie tellement valorisée que ça m'avait cette espèce d'amour-là qui n'avait pas été déclaré pourtant. C'était juste une rencontre et on pouvait ne plus jamais se revoir. Mais il y avait quelque chose de son âme qui s'était greffé à la mienne et qui fait que cette rencontre-là, elle perdure. Elle perdurerait tout le temps. Mais aimer cet écrivain blanc, cet écrivain juif, c'était briser à l'époque tous les interdits. Ah mais complètement, complètement. Mais j'étais une briseuse hein, quand j'étais jeune. J'étais pas du tout une conformiste. Quelquefois, ma mère me disait, mais si tu agis comme ça, tu parles à tel garçon, tu sais que tu ne vas pas pouvoir te marier ici, hein, en Guadeloupe. Mais je lui disais, mais est-ce que j'ai besoin de me marier? Est-ce que j'ai besoin de me marier surtout avec un crétin qui écouterait ou qui jugerait que parce que je parle ou que voilà, est-ce que j'ai besoin de m'embarrasser d'un idiot à mes côtés? Certainement pas. Parce que vous êtes marié avec André Schwarzbart. Oui, ben voilà, résultat. Voilà. Alors, quelques mois après votre rencontre, il décroche donc le prix Goncourt 1959 pour donc Le Dernier des Justes, oui. Hommage aux victimes de la Shoah et dénonciation de l'antisémitisme. André Schwarzbart, à ce moment-là, devient une figure du monde littéraire parisien. C'est une personnalité sous les feux des projecteurs. Mais vous connaissez cet homme public, mais aussi l'homme au cœur troué, comme vous le dites, que vous avez donc épousé et à qui vous vivez parfois un quotidien éprouvant. Oui, parce que il avait mission, il s'était donné en tout cas comme mission de ne jamais abandonner à l'oubli tous ses parents qu'il avait perdus d'un coup, père, mère, frère, etc. Et on le sentait habité par ces présences invisibles qui nous échappaient complètement, les enfants et moi-même. Et je crois que, en fait, il y a une tribu en Afrique très spéciale et qui ne veut pas oublier ceux qui sont partis, les défunts, qui ne veut pas oublier leurs défunts. Et cette tribu-là se nomme les Inconsolables. Et donc je pense que André faisait partie de cette tribu-là. C'était un maman aussi, qui était inconsolable. Voilà. Que vous avez vu pleurer enfant, qui pleurait l'absence de votre père dont on n'avait pas de nouvelles. Plus tard, vous vous mariez avec cet autre inconsolable. Finalement, vous étiez la femme qu'il avait besoin. Mais je me suis efforcée de lui apporter toute la joie que les femmes antillaises peuvent distribuer et peuvent deviner le besoin de quelqu'un. Comment dirais-je? Elles peuvent deviner que quelqu'un est carrément en danger de chagrin. Donc, et elles se donnent pour mission de réparer ce chagrin. Il fallait rire avec vous au moins une fois par jour. Ah oui, oui, oui. Et il le faisait volontiers. Et c'était mon heure de bonheur parce que je savais qu'il avait exorcisé ces fantômes. Et il en avait beaucoup. Il luttait contre ces démons. Parfois, il y avait l'alcool. Il y a eu aussi la dépression. Un jour, vous lui parlez d'un suicide commun. Comment vous en êtes-vous arrivé à lui faire cette proposition? Vous vouliez voir sa réaction ou vous y avez vraiment pensé? Ah non, 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 non. Vous savez, ce qui m'a
fasciné. Il y a une histoire qui m'a fascinée. C'est l'histoire de deux vieux qui vivaient, je crois, dans le Midi, à Nice, et qui, à un moment donné, vraiment, à cause des avatars, de la vie, à cause de pas mal de déceptions, décident de partir ensemble. Et ça, ils vont au restaurant, ils passent un moment extraordinaire, et puis après, ils se donnent la main, et ils vont dans la mer, ils avancent dans la mer, et voilà, et c'est fini. Et je trouvais ça beau. Et je me disais, comment rester après que cet homme-là soit parti? Et je lui ai proposé, effectivement, qu'on puisse partir ensemble. Mais il m'a laissé entendre que j'avais encore des choses à faire. Et qu'à ce moment-là, notre fils Jacques avait juste commencé en Amérique, à Berkeley. Et il me disait aussi, Jacques, il faut rester parce que Jacques a besoin de toi et il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Donc, on a parlé comme ça et puis, bon, voilà, ça s'est passé. Vous avez 2 enfants, donc Jacques, que vous venez de citer, et Bernard. Oui. Les relations avec ce père au cœur troué étaient difficiles. C'est Jacques qui raconte lui-même que André Schwarzbart avait peur d'être trahi, même par ses enfants. Alors, il faut rappeler que chaque sortie de livre générait des polémiques qui le blessaient, et il se sentait rejeté par les Juifs, par les Antillais, et donc voilà, ce sentiment d'être trahi, voire d'être à nouveau trahi, l'habitait. Je ne sais pas si Bernard l'a ressenti, je ne le pense pas. Bernard, à mon avis, Bernard lui aussi fait partie des inconsolables. Parce que, vous savez, que c'est comme on peut dépérir de l'esclavage bien après l'esclavage. Voyez ce qui se passe pour nous. Eh bien, c'est la même chose. C'est que ce sont des histoires qui sont lourdes. Et les enfants, même s'ils n'en ont pas conscience, sont impactés par cette espèce de tristesse inhérente à ces histoires. Et donc, je pense que pour mes enfants, pour Jacques, quand il dit ça, moi je ne l'ai pas ressenti. Mais il a le droit, et il faut croire qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, puisqu'il l'a ressenti. Mais moi, on se dispute souvent, Jacques et moi, à propos de ce ressenti, et je respecte lui, ce que lui en a tiré de ce conflit intérieur qu'André avait. Mais je pense que Jacques, heureusement qu'il a trouvé la musique, parce que je crois que c'est ce moyen d'expression qu'il a trouvé, parce que il a aussi écrit, Jacques. Jacques a un livre au grenier qui peut, ma foi, être édité, mais qu'il ne va jamais, ou peut-être qu'il va éditer ultérieurement. Ça peut être une surprise. Voilà. L'écriture, justement. Pendant longtemps, vous n'étiez pas sûre de votre vocation d'écrivaine. Vous avez, après avoir vécu donc dans l'Hexagone, mais aussi en Suisse, au Sénégal, vous êtes revenue vivre ici, à la Souvenance, où nous nous trouvons. Et le déclic pour vous se fait après la rédaction d'un passage d'un plat de porc aux bananes vertes qui vous avait été demandé par André, votre mari. 5 ans plus tard, vous publiez Seul, puis et vent sur Télimée Miracle, un roman donc sur la valeur et le courage
des femmes antillaises, un roman qui vous a été inspiré par une femme que vous connaissiez très bien, qui habitait pas très loin d'ici d'ailleurs. Absolument, absolument. Cette femme-là, pour moi, elle a représenté toute la Guadeloupe parce que son histoire, telle qu'elle la racontait, parce que il faut savoir que nos conversations entre Télumé et moi, ces conversations étaient en créole et qu'elle employait un créole tellement riche, tellement parce que la langue transporte une espèce de charge cachée, surtout le créole. Le créole est une langue un peu secrète parce qu'il faut beaucoup deviner. Et c'est cela aussi qu'elle m'a fait comprendre. Elle m'a fait comprendre que je devais rentrer dans cet univers-là et que je devais moi-même le deviner. Et que j'étais notée quand je devinais mal. Et que quand on conversait et que après je l'interrogeais quelquefois sur la conversation que nous venions de tenir, et elle voyait si oui ou non j'avais vraiment perçu le dessous des cartes, si j'avais perçu ce qu'elle n'avait pas dit, mais ce qu'elle m'avait laissé à entendre par des silences, par des gutturales, par des kipes, par tout ça. Elle m'a appris que c'était que cette façon d'être créole, certains contestent le terme créole, mais je l'emploie parce que je trouve ça beau. Et de cette relation privilégiée, donc vous avez tiré le récit, d'un parcours de plusieurs générations de femmes. Il y a la grand-mère de Télumé, appelée Reine sans nom, un morceau de monde, un pays tout entier, un panache de négresse, la barque, la voile et le vent, car elle ne s'est pas habituée au malheur. Et oui, et elles non plus. Télumé. Elles non plus Télumé. Elle en a eu pourtant. Elle en a eu. Elle a d'abord cru vivre au milieu des étoiles avec son grand amour de jeunesse, et puis elle a été jetée elle aussi dans la détresse. Vous savez, ce n'est pas l'histoire. L'histoire que je raconte de Télumé n'est pas l'histoire transcrite de Télumé. C'est une histoire littéraire. C'est une œuvre littéraire et que j'ai composée à partir d'eux, mais Reine sans nom, les personnages que l'on décrit sont très souvent des personnes qu'on aimerait rencontrer et que bon, nous rencontrons parce que nous les créons. Et quand on parle de courage, il y a une femme qui bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance internationale, dont le combat a été salué sur le niveau national, une femme guadeloupéenne que votre mari, André Schwarzbart, a fait sortir de l'oubli, La mulâtresse solitude. Il a publié donc en 1972 une biographie dans laquelle il a laissé libre cours à son imagination. Qu'avez-vous pensé la première fois que ce petit juif, comme vous l'appelez, a décidé d'écrire sur cette héroïne de la lutte contre l'esclavage aux Antilles? Je l'en ai dissuadé fortement, parce que je savais là qu'il allait affronter des espèces de forces qui le blesseraient très fort, très intensément. Et je voulais l'épargner. Je voulais qu'il prenne conscience qu'il fallait continuer dans sa propre veine. Or, il y a un très beau poète
sénégalais qui dit que n'aimer que soi, ce n'est pas aimer. Aimer d'autres que soi, c'est ça l'amour. Et c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il m'a prouvé que vraiment, il pouvait sortir de son histoire pour plonger dans la nôtre et pour construire quelque chose d'aussi fort que son personnage du dernier des justes. Parce que il faut bien comprendre que la mulâtresse solitude, c'est exactement les Mardochée dans le dernier des justes, c'est-à-dire le grand-père du héros Ernie Lévy. C'est cela. Ce sont deux livres en miroir, le dernier des justes et la mulâtresse solitude et le cycle antillais, parce que dans le dernier des justes, il y a un ancêtre mythique. Il fallait qu'il y ait un ancêtre mythique. Et dans le cycle de la mulâtresse solitude, la saga, avec l'ancêtre en solitude, avec Adieu Bogota, tout ce cycle-là, s'il n'y avait pas cet ancêtre mythique qu'il fallait créer, donc la mulâtresse solitude, il n'y aurait pas, les héroïnes suivantes ne pourraient pas être des justes. Avec cette saga, nous voyons une série d'héroïnes de juste au féminin, exactement comme la construction de ce dernier des justes. Donc, quand ça m'a bouleversée, cette solitude. Je me suis sentie fière, contente, je me suis sentie solitude moi-même. Et j'ai pensé à tous les enfants d'ici qui pourraient être des solitudes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est de l'ordre du banal. Du banal, quand je dis banal, ça veut dire que ancré dans la réalité antillaise toute simple. Je suis dans une banque, je fais la queue et devant moi il y a une femme avec une petite fille d'une beauté fantastique et j'ose lui dire, Madame, votre petite fille est ravissante, mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle s'appelle. Et la dame dit à la petite fille, dis ton nom à la dame. La petite fille se tourne vers moi et me dit, je m'appelle Solitude. C'était gagné, le combat était gagné. Est-ce que vous auriez pu écrire un tel mythe fondateur? Jamais, mais non. Si, il me fallait ce mythe-là pour commencer, pour vraiment me sentir, moi, comment dirais-je, me sentir moi aussi une héroïne capable de ci, de là, et savoir que je ne suis pas esclave de l'esclavage, que vraiment nous avons lutté, nous avons tout, c'est une gloire, nous avons notre gloire, et que cette couronne que nous portons, nous l'avons gagnée. Donc voilà. Oui. Vous racontez d'autres histoires glorieuses dans votre encyclopédie illustrée en 6 volumes Hommage à la femme noire. Oui. Il y a la mulâtresse solitude, mais il y a aussi des centaines de combattantes pour la liberté, pour l'émancipation, des célébrités, des inconnus, de l'Afrique aux États-Unis, en passant bien sûr par la Caraïbe. Un travail que vous avez mené avec André Schwarzbart il y a plus de 30 ans pour recoudre le tissu déchiré de l'histoire, comme vous aimez le dire. Est-ce que notre société contemporaine s'est appropriée ces histoires? Non, pas encore, malheureusement. Mais, par exemple, je vous dirais que sur le pupitre de Prince aux États-Unis,
c'est cet hommage à la femme noire qu'on a trouvé. Je vous dirais qu'au Smithsonian, nous avons été reçus comme des héros, que vraiment... Une institution américaine célèbre. Hein, oui, tout à fait. Et donc les Noirs américains ont tout de suite compris et se sont tout de suite appropriés ce travail et nous ont donné notre dû comme reconnaissance. Mais ici en France, il y a eu aussi des initiatives plus récentes comme Mes étoiles noires de Lilian Thuram, sorti en 2010. Il y a eu La France noire de l'historien Pascal Blanchard, sorti en 2011. Il y a eu des documentaires qui ont été justement tirés de ces ouvrages. Comment vous expliquez les réticences, les barrières qui existent ici en France? Je ne vais pas chercher à les expliquer. Ce sont eux à s'expliquer devant moi. Ça n'est pas moi à m'expliquer, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour qu'il y ait davantage de femmes noires dans le récit national français? Est-ce que c'est un travail à faire au niveau individuel? Est-ce que c'est un travail qu'il faut faire au niveau des pouvoirs politiques, des autorités? À quel niveau faudrait-il agir? L'image est très puissante. Le jour où il y aura des cinéastes qui vont s'emparer du récit de la mulâtresse solitude pour le présenter à l'écran. Parce que Diana Ross nous avait demandé de porter à l'écran Solitude. Et elle est tombée malade et ça n'a pas pu se faire. Mais c'est un grand film. Il va exister à un moment donné. Et c'est forcé. Mais quand, peut-être par une jeune cinéaste qui l'aura compris et qui va défendre cette héroïne et la présenter au monde. Au XXIe siècle, s'il fallait choisir des femmes pour constituer un nouveau volume à votre encyclopédie, à qui penseriez-vous? Est-ce que par exemple, on trouverait Michelle Obama? Il y a déjà dans notre histoire tant de femmes qui auraient mérité de figurer dans cette encyclopédie et il n'est pas du tout, comment dirais-je, il n'est pas interdit de penser que l'encyclopédie va continuer avec d'autres figures que des jeunes écrivaines vont porter et dont certaines auront été suggérées aussi en partie par moi. Et alors, quelle suggestion? Alors, je vous ai proposé Michelle Obama, mais vraisemblablement, pas forcément sur votre liste encore. Non, il y a à la fin du volume 6 toutes les héroïnes dont je n'ai pas traité et que j'aimerais que l'on traite. Donc, qui vivent au XXIe siècle. La liste est longue. Non, pas forcément. Il y en a d'autres. Il y a certaines qui vivent au XXIe siècle. Il y en a d'autres qui ne vivent pas. Mais il faut nous approprier nos propres histoires, c'est tout. Il faut et Dieu seul sait si nous en avons de nobles, de belles, et qui puissent nous tenir et nous servir d'exemple aux jeunes. On a besoin de ça. Justement, les jeunes, je vais vous soumettre deux autres noms, vous allez me dire, qui parlent aux jeunes, justement. Beyoncé et Rihanna. Bon, qui parlent aux jeunes quand on dit femme noire, avec une dimension internationale, mondiale, qui a eu un parcours remarquable, elle parle, ces deux artistes parlent aux jeunes. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faudra que les jeunes s'en emparent, traitent les histoires et les accrochent au wagon. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Si elles représentent de vraies héroïnes, s'il y a un regard spécial qui permette de décoder
à travers leurs expériences, les expériences de ces deux femmes, leur parcours, leur itinéraire, leur choix de vie et d'être telles qu'elles sont, telles qu'elles apparaissent, c'est encore autre chose. Eh bien, il faut que le travail soit fait. Elles ont du travail, elles ont du pain sur la planche, les jeunes générations. Voilà. Vous continuez d'écrire, vous continuez de travailler, vous préparez le dernier tome du cycle La Mulâtresse. C'est un livre auquel vous êtes particulièrement attaché. Oui. Oui, ben comme je vous dis, c'est le cycle des justes au féminin. C'est toute cette saga antillaise extraordinaire, parce que nous sommes beaucoup plus grands que nous autres, que nous-mêmes. Voyez toutes ces figures de femmes noires, justement, de par le monde, à la Barbade notamment, prochainement, donc j'espère que j'aurai l'occasion, mais avec Nani en Jamaïque, avec tous ces personnages. Écoutez, c'est une histoire, en tous les cas, le dernier tome me tient à cœur parce que la fin va rejoindre le commencement. C'est-à-dire que l'héroïne retourne en Afrique. C'est sa vie en Afrique qui est déclinée dans ce dernier tome. Donc voilà, on verra, ça va boucler la boucle du cycle. S'agissant de votre travail, votre fils Jacques a une question pour vous. C'est important d'honorer ceux qui nous ont quittés, qu'on aime encore et qui nous habitent toujours. Mais c'est tout aussi important de continuer à créer, à produire et à honorer votre propre don. Donc, à quand des nouvelles ou un roman par Simone Schwarzblatt? Cher monsieur, sachez que les nouvelles sont en cours. Sachez que j'en ajoute tous les jours parce que chaque fois que j'ai l'occasion d'écouter à Marie-Galante, par exemple, les gens parler, les gens s'exprimer, je me dis, mais quelle richesse, quelle beauté, il faut qu'on s'empare de cette histoire-là. Et moi, moi, je me fais fort, en tout cas, de continuer et de boucler mes nouvelles et de les publier. Et je sais que Jacques les attend, en tout cas. Et pour Jacques, je vais accélérer le rythme et je sais qu'il sera content. On va découvrir de nouveaux personnages féminins. Oui, avec un caractère bien trempé. Ma foi. Votre œuvre littéraire a déjà été saluée à plusieurs reprises. À la sortie de Pluie et vent sur Télumé Miracle, vous avez reçu des félicitations de Léopold Sédar Senghor. Patrick Chamoiseau l'a défini comme un best-seller, inépuisé et inépuisable. En 2008, vous avez été élevé au grade de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 2008, vous avez reçu le prix Carbet de la Caraïbe pour l'ensemble de votre œuvre à 2 et 4 mains. Ce n'est qu'une partie de la liste de tous ces prix que vous avez reçus, seul ou avec André Schwarzbart. Quelle distinction, quelle reconnaissance vous a le plus touché, vous a le plus ému? Le dernier, hein, le prix Carbet de la Caraïbe, parce que Édouard et André étaient de très bons amis. Et donc, qu'Édouard honore cette œuvre à quatre mains, ça m'a
bouleversée. Et d'ailleurs, son discours était quelque chose également qui est certainement parvenu bien plus haut, c'est-à-dire aux oreilles d'André, et j'espère qu'il a bien reçu l'hommage de son ami. C'était quelque chose de très profond pour moi que de recevoir ce dernier prix des écrivains de la Caraïbe. Oui, c'est quelque chose. Parce que être reconnu par-ci, par-là, c'est bien, mais être reconnu par les siens, c'est mieux. Voilà. Nous arrivons dans la dernière partie de l'émission, sur le divan. Je vais vous poser 10 questions. Il faudra répondre en 50 secondes à chacune de ces questions. Combien de questions? 10 questions. Oh. 10 questions qui permettront d'en savoir plus sur votre personnalité, vos goûts, vos choix. Allons-y. Vous êtes prête? Alors, une soirée romantique pour vous, c'est un dîner aux chandelles en musique ou une soirée littéraire? Oh, c'est les deux, il faut les deux. Hein. Il faut le romantisme, mais il faut aussi un peu de culture pour rehausser tout ça. Oui, il faut les deux. Vous êtes plutôt doucelette au coco ou gâteau au fromage de la cuisine juive? Les deux. Je ne peux pas choisir. J'adore les doucelettes. Les doucelettes, c'est quelque chose qui vous console de beaucoup de choses. Ça vous berce, ça berce votre âme. Et le gâteau au fromage, le cheesecake à la juive, c'est quelque chose aussi, mais c'est autre chose. Mais j'ai besoin de mes doucelettes. Très bien. Vous êtes plutôt baignoire ou douche? Alors, baignoire, pourquoi? Parce que André adorait passer plusieurs heures dans la baignoire. Est-ce que vous étiez comme lui? Non, douche, moi. Douche. Il faut que ça aille vite. Non, je prends des douches très longues, mais l'eau coule sur moi, comme si j'étais dans une rivière. L'eau me coule sur la peau, et ça, c'est une sensation qui me ramène au bassin bleu. Donc c'est très bien, c'est la douche. Finalement, Morane Voyer vous aura bien décrite, parce qu'elle part de cette femme, moins qu'on de l'eau, la rivière. Voilà, exactement. C'est tout à fait vous, en fait. Mais oui. Oui. Alors, l'histoire des ancêtres, elle peut être racontée, dite avec des mots, mais aussi par des objets. Et vous avez ramené un objet qui est ici, à la souvenance, qui s'appelle l'esclave offert. Je vais vous laisser nous le présenter. C'est une pièce très rare parce que elle dit tout. Elle dit tout. Elle dit ce que c'est que l'homme entravé, parce qu'il est entravé de toutes parts. Il est entravé aux pieds et il est entravé aux mains. C'est la vraie déshumanisation personnifiée et c'est une pièce que vraiment dont je ne me séparerai pas parce qu'elle me parle de cette déshumanisation de l'homme par l'homme et elle me parle de réparation, évidemment. Vous êtes plutôt pyramide d'Égypte ou forêt verte luxuriante? Forêt verte luxuriante, parce que c'est une pyramide aussi, la forêt. Et c'est une pyramide qui nous a toujours protégés. Donc, je suis vraiment feuille. Vous appréciez le jazz? Dans les bons jours, quand il faut célébrer une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous écoutez si on reste sur le genre du jazz? Quelle serait votre playlist? Moi, jazz, j'adore cette chanson de Jacques à son père, chantée par Guy Conquête. Elle est très belle. Et j'aime beaucoup Louis Armstrong, évidemment. J'aime Memphis Slim. J'aime
Et puis la reine, Billie Holiday, et puis Mahalia Jackson surtout. Et puis, que dire, il y en a tellement qui m'apportent et qui bercent mon âme, qui me consolent de tellement de choses. La musique est consolante. Et aussi, il y a une espèce de charge énergique qui vous dit tenez bon ma chère, tenez bon. Comme dirait mon grand-père, c'est pas le tout de voir de la misère, on ne meurt pas pour ça. On ne meurt pas pour ça. Allez, debout. Donc, un pas devant l'autre, et puis on continue la lutte. Et c'est ça. Et puis ces gens des parcours tellement sombres et réussissent à traverser cette ombre-là et à chanter comme ça et à vous donner de la grandeur, de la beauté, de la force. C'est quelque chose de sortir soi-même de son de son histoire pour venir vous féconder et vous aider. Donc c'est des voix extraordinaires du jazz. Nous avons déjà parlé des projets en cours. Parlons un peu de vos rêves. Il y en a un qui concerne le lieu dans lequel nous nous trouvons, donc la Souvenance. Vous souhaitez voir cette bâtisse restaurée. Il y a plus d'un an, vous avez reçu un chèque de 500 000 € du loto du patrimoine, mais malheureusement, les travaux n'ont toujours pas commencé. Oui, le chèque attend toujours que les travaux se mettent en place pour payer les intervenants, parce que ce sont eux qui directement, évidemment, payent les travaux, mais faut-il au moins qu'ils commencent, parce que on dirait qu'on nous a jeté une sorte de sort d'immobilisme, parce que il faudrait que les choses commencent, parce que la maison se détériore tous les jours davantage avec les cyclones, les cyclones qu'on nous annonce de plus en plus forts. J'ai très peur pour l'étage, par exemple. Et puis, tout ce que recèle cette maison, c'est un patrimoine culturel qui vraiment revient à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens. On peut voir d'ailleurs, il y a des tableaux, il y a des photos qui racontent donc cette histoire sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais il y a un fond d'exposition à venir qui est inégalé. Il y a toutes les cartes postales anciennes de ce pays, de la Guadeloupe. Il y a et puis il y a la bibliothèque. Il y a aussi ces chambres de résidents qui sont là et qui ne demandent qu'à recevoir des résidents pour pouvoir pour que d'autres projets voient le jour, parce qu'il y en a eu tellement de projets qui ont vu le jour dans cette maison, des projets de toutes sortes. On rappelle que les travaux, pour qu'ils puissent commencer, il faut des cofinancements. On vous souhaite que vous puissiez les obtenir. Ça va, vous savez, je crois au miracle. Et le miracle croit en moi. De sorte que je ne peux qu'être confiante. Et nos partenaires, en l'occurrence la mairie de Goyave, et puis les différents départements, régions, l'État, tout. Je crois que maintenant l'attelage est prêt et qu'il suffit de se réunir et que la prochaine réunion, le là va être donné. J'en suis sûre. Merci Simone Schwarzbach, merci d'avoir partagé ces confidences sur le divan indigo, de nous avoir accepté dans votre intimité. On se retrouve très vite pour un nouvel invité et n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. À bientôt.